Donc je vais vous présenter une pathologie qui pourrait intéresser les grimpeurs ou les pratiquants d'escalade. En termes de lien, le CrossFit, c'est une excellente PPG pour l'escalade. Alors il y a deux sites possibles en milieu naturel, avec souvent des photos très impressionnantes. Plus ou moins de sécurité, le mieux c'est évidemment être assuré. Et puis après, il y a des sites artificiels où là, évidemment, la sécurité prime, puisqu'on peut avoir tous les âges de pratiquants. Tout de suite, toute petite remarque sur justement l'âge des pratiquants. Avant 18 ans, c'est-à-dire avant la fermeture des cartilages de conjugaison, l'ensemble des voies ne sont pas ouvertes aux pratiquants, puisque la pathologie dont je vais parler, ça n'intéresse que les adultes. Il faut exclure les enfants ou les adolescents là-dessus, puisque là, c'est des lésions qui sont beaucoup plus graves chez l'adolescent, dont je ne parlerai pas. Alors, tout d'abord, en termes de définition scientifique, c'est une quadrupédie sur plan vertical, grimpée avec ou sans matériel. Trois disciplines, la voie, celle qui est la plus connue, avec des difficultés croissantes, on va en dire un mot. Une discipline qui concerne la vitesse, avec là, en termes de vitesse, d'élan, de mouvement dynamique, une pathologie propre, on va y revenir après, et une pathologie qui se fait souvent en milieu naturel, voire en milieu couvert, qui est le bloc, qui est peut-être la discipline qui se développe le plus. Alors c'est en essor, alors on a parlé cet après-midi d'essor, toutes les disciplines sont en essor, ce qui est très bien du point de vue sportif. La fédération compte plus de 100 000 licenciés. C'est surtout le nombre de salles, c'est-à-dire une activité à l'intérieur qui s'est beaucoup développée en 20 ans. Le nombre de salles a été multiplié par 10. C'est surtout autour des grandes métropoles, c'est effectivement assez facile, même si le Covid a freiné énormément la pratique depuis 1 an et demi. En 2021, première fois au JO de Tokyo, donc c'est vraiment une discipline qui peut être considérée comme émergente. Alors, comme vous voyez sur les différentes photos, on a une sollicitation extrême du membre supérieur et surtout une utilisation à contre-emploi par traction du corps. C'est ce qui va nous amener à parler de pathologie et d'efforts au niveau tendineux, très loin de la pratique quotidienne, de la vie quotidienne. La prévalence des blessures est proportionnelle au niveau du grimpeur. Ça, c'est quelque chose à noter, puisque ce n'est pas forcément le débutant qui va se blesser, c'est celui qui va monter en gamme, qui va utiliser des voies d'accès plus importantes, plus difficiles, et c'est ça qui est important à mettre en exergue ici, en lumière, parce que le débutant finalement se blesse assez peu, et puis dès qu'il essaye de monter en gamme, là par contre on va avoir des blessures. Et les blessures, c'est assez fréquent. La moitié des grimpeurs réguliers ont au moins une pathologie spécifique, là je ne parle que du membre supérieur, avec la pratique. Donc c'est 1 sur 2 par an, ce qui est énorme en termes de blessures. Attention, toutes les blessures ne sont pas invalidantes et ne vont pas entraîner de séquelles, mais on a l'impression quand même que c'est une discipline qui va trop vite à se développer, en tout cas où l'entraînement, l'encadrement peut être accru ou en tout cas amélioré. 20% des lésions concernent la poulie des fléchisseurs. Sur toutes les lésions chez le grimpeur, c'est beaucoup. Donc c'est le sujet principal du topo. Alors tableau des voies, avec donc des voies verticales, avec des dévers possibles. Ça va de 3 à 9A+. Là, je vous ne parle que de la classification française. Après, il y a la classification internationale, la classification en milieu naturel. Pas beaucoup d'intérêt de vous parler de ça, de toute façon, je ne connais pas. Mais en tout cas, ça peut monter très haut. Ce qu'il faut simplement remarquer, c'est que les voies faciles sont évidemment accessibles à tout débutant. Quelqu'un qui a une forme physique relativement bonne va pouvoir monter en gamme rapidement et là, il y a un risque de blessure puisque les tractions, les forces qui vont contraindre les tendons montent très fort en fonction des voies et surtout des prises. Justement, les prises, je ne vais pas vous faire toutes les prises puisqu'en fait, il y a énormément de prises différentes, énormément de gestuelles. Alors, on ne va pas du tout parler des gestuelles parce que là, je ne m'intéresse pas du tout au membre inférieur.
ce ne sera que des prises avec des conséquences pathologiques. Le bac, c'est la prise la plus facile, celle qui va donner un accès à pleine main. Tous les doigts sont utilisés. La préhension, c'est-à-dire la façon dont on prend le bac, peut être encrochée ou arquée. La réglette, c'est plus fin. La main ne peut pas être utilisée dans son ensemble. Elle est parfois verrouillable avec le pouce, mais parfois pas. Et les phalanges utilisables, c'est 2 ou 3 par doigt long. Les préhensions sont variées. On peut avoir les 3 types de préhension: encrochée, arquée et tendue. Le plat, là où le relief de la paroi ne permet pas une prise proprement dit, mais quelque chose de plutôt en surface. Et le trou, qui peut être utilisé en mono, bi ou tri-doigt. Là, la préhension peut être en crochet, voire arquée. Alors là, je vous ai mis les préhensions, on n'en a pas encore parlé, on va en parler juste après. Deux prises qui utilisent la pince Policy Digital ou Palmo Policy Digital. C'est souvent une prise qui est verticale pour la pince, proprement dite, et la colonnette, qui est une prise à pleine main, qui est souvent au départ des parois verticales naturelles. Alors, comment on prend justement ces éléments qui sont appelés prises par différentes tenues? Donc ça s'appelle les préhensions. La préhension qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est la préhension arquée. C'est surtout sur une réglette, c'est-à-dire sur une petite surface qui ne permet pas d'y placer l'ensemble de la main. Le verrouillage peut éventuellement être fait avec le pouce, donc c'est la deuxième photo à gauche, B verrouillé avec le pouce, A sans verrouillage avec le pouce. Donc verrouillé, c'est lorsque le pouce atteint l'index ou un autre doigt long. Alors pourquoi on utilise cette prise arquée, et on va beaucoup la critiquer? Parce que ça permet l'extension du poignet. Et donc, lorsque vous voyez la prise du point de vue statique, elle est relativement traumatisante pour les doigts longs, mais c'est une prise qui est largement utilisée par les grimpeurs, surtout de moyen et de haut niveau, parce que ça va permettre une certaine dynamique et de passer à la prise suivante par la traction du corps. La prise tendue, avec une flexion modérée des interphalangiennes, avec ou sans verrouillage de la première colonne, permet moins d'extension du poignet et donc moins de dynamisme lorsque on imagine la prise suivante. Le crochet, moins classique, ça va nous intéresser un tout petit peu à la fin du topo. Et le crochet, c'est l'utilisation de P2, c'est-à-dire de la phalange intermédiaire, comme étant l'impact, la surface qui va être la plus contrainte. Rapidement, système fléchisseur, 2 fléchisseurs, un superficiel qui s'arrête sur la phalange intermédiaire et un fléchisseur profond qui va aller jusqu'à la phalange distale. Ce qu'il faut comprendre, là je ne parle que des doigts longs, le pouce a un seul fléchisseur, le long fléchisseur, et il y a très peu de pathologie du long fléchisseur du pouce. Vous avez vu que c'était surtout les doigts longs, et donc là on va pas forcément en parler. Les poulies, alors la toute première poulie, la poulie qu'on appelle A0, 0 parce qu'elle n'existe pas vraiment, c'est pas vraiment une poulie, c'est juste un espace entre le ligament intermétacarpien transverse profond et la ponévrose palmaire moyenne, c'est le schéma en haut à gauche. Là-dessous va passer la gaine synoviale et les 2 tendons, superficiel et profond. C'est là où on va avoir les conflits éventuels, c'est le typique doigt à ressaut, qu'on peut également voir chez le grimpeur par hypersollicitation. Alors c'est une hypersollicitation mécanique, ce n'est pas la pathologie la plus courante, on va y revenir. Les poulies qui vont nous intéresser le plus, celles qui sont à insertion osseuse, c'est la poulie A2 et A4. A2 s'insère sur la phalange intermédiaire, sur la phalange proximale, pardon, et A4 sur la phalange intermédiaire. Les autres poulies, A1, A3, A5, sont beaucoup moins, en tout cas, rigides, puisqu'elles vont s'insérer sur la plaque palmaire, qui est un fibrocartilage qui a une certaine élasticité. Ce qui nous intéresse et ce qui nous ramène au mouvement, c'est l'enroulement digital. On va pouvoir, grâce à ce système de poulies, avoir un enroulement parfait, c'est-à-dire l'application du système fléchisseur sur le squelette. Entre les poulies A2 et A4, vous avez compris que c'était les principales, elles sont solides, elles vont éviter que les tendons ou le tendon, ça dépend de la position,
prennent la corde et appuient, et donc limitent la force au sein des tendons fléchisseurs. Les lésions, alors par chute, ça peut être des lésions variées, puis il vaut mieux pas chuter quand on fait l'escalade et quand on n'est pas assuré. Donc là, évidemment, ça ne va pas forcément intéresser les doigts. L'étirement avulsion, ça c'est surtout lors des ascensions avec élan. Les lésions peuvent être articulaires ou tendineuses. Ce qui va nous intéresser le plus, parce que c'est le plus fréquent, c'est les hypersollicitations chroniques. Et ça touche surtout le système passif, c'est-à-dire le système de la gaine digitale qu'on a vu tout à l'heure. 60% des lésions concernent le membre supérieur, 30 les doigts, 20 les poulies. On va voir ici, rupture des poulies, rupture d'un muscle lombrical, bien souvent le diagnostic n'est pas fait, et l'avulsion des fléchisseurs, qui est relativement rare. Alors la rupture des poulies, avec les mouvements que vous voyez à gauche, avec une lésion de la poulie A2, et là je vous ai mis A4 également, et donc une prise de corde relativement évidente sur le schéma. Lorsqu'on fait une flexion contrariée, simplement le patient va le faire lui-même, et là on peut avoir une prise de corde, on le voit bien ici, sur l'annulaire de cette main gauche. La prise de corde va entraîner des douleurs et va être visible, alors en échographie puisque c'est dynamique, et puis en IRM avec une distance anormale entre le squelette et l'appareil fléchisseur. Ce n'est pas toujours évident de le voir correctement sur l'IRM. En échographie avec un radiologue entraîné, cela semble beaucoup plus facile. Alors les circonstances de survenue, il y a un claquement. Dans 75% des cas, la salle entière d'escalade a entendu le claque. Donc ça fait vraiment du bruit. On ne peut pas passer à côté. La localisation de la douleur, au doigt ou à la paume, c'est un petit peu différent. On va le voir comme diagnostic différentiel après. L'échographie, l'IRM, on vient d'en parler. Alors, testing dynamique, là, à distance d'une lésion de la poulie, avec, vous le voyez pour le majeur, une prise de corde et une petite appréhension avec une subluxation de la phalange intermédiaire. Et en appuyant assez fort sur la base de P1, on arrive à réduire cette prise de corde. La classification des lésions, on la trouve partout. Classification en grades, de 1 à 4. Et classiquement, on dit, à partir de 4, il faut opérer. En fait, ce n'est pas tout à fait évident, en tout cas, de les classer et de pouvoir catégoriser le traitement. Ça dépend bien évidemment de la demande fonctionnelle. Et il est très fréquent de proposer un traitement chirurgical dès le grade 3 chez un grimpeur amateur ou confirmé. Alors pourquoi cette lésion? Et pourquoi je vous ai parlé de prise tout à l'heure? Parce que si on fait une petite étude, enfin même une grosse étude parce que ça demande quand même du matériel, avec une prise tendue ou une prise arquée, la prise tendue en haut à gauche, vous avez des contraintes qui sont appliquées sur A4 et A2 de l'ordre de 55 à 65 newtons, ça correspond à peu près à 1 km. 1 kg par mètre. Donc là, ça fait quand même 50 à 65 kg. Tous les grimpeurs ne pèsent pas 60 ou 80 kg. Par contre, en prise arquée, on a des contraintes qui sont très importantes, de 160, de 180 newtons pour A4 à 210 newtons pour A2. C'est au-delà de la capacité maximale de la poulie chez monsieur X ou madame Y. On a à peu près une résistance de poulie à 100, 120 du point de vue physiologique. Donc là, sur cette prise-là, on va dépasser les capacités. Évidemment, vous avez tous compris qu'en sport, on peut faire de grandes distances, mais il faut être entraîné. Et donc, il faut entraîner les poulies. On va pouvoir les entraîner, les utiliser, mais il faut faire attention puisque cette capacité qu'a la poulie à augmenter en termes de résistance et de rigidité, on ne parle pas d'élasticité, hein, c'est vraiment de la rigidité, ça va mettre énormément de temps. Ça va mettre plus longtemps que le grimpeur ne peut prendre et ne veut attendre avant de grimper la voie supérieure. Donc le grimpeur veut, parce que son niveau augmente, mais ses poulies ne sont pas assez résistantes au début. C'est pour ça qu'en cas d'ascension sur des voies difficiles, il faut éviter la voie arquée. Alors il y a un effet de doigt également, on n'a parlé pour l'instant que des doigts longs. C'est le 3e et le 4e rayon qui sont les plus contraints, avec une grosse part évidemment sur le majeur. C'est le doigt le plus long, c'est celui qui va aller chercher la prise la plus haute.
Alors, donc ça, c'est le schéma à droite, avec en pointillé, vous avez la capacité maximale qu'a une poulie à résister, et en bas, en trait plein, vous avez, lors des différentes prises, les contraintes soumises aux poulies. Donc en haut, vous avez la prise arquée, en bas, la prise qui est tendue. Vous avez donc une prise arquée, en ce qui concerne le majeur, pour A2, qui est largement, qui est presque à la limite de la rupture. Alors le traitement conservateur, c'est uniquement dans deux situations, un certain nombre de menaces, c'est-à-dire il n'y a pas eu le claquement, mais le grimpeur a des douleurs. Ça peut être dû à 2 lésions, soit une lésion de bas grade, 1 ou 2, soit une ténosynovite par hypersollicitation de l'appareil fléchisseur. Entre les deux, je ne suis pas sûr qu'on puisse véritablement déterminer l'un ou l'autre. En tout cas, il faut diminuer l'intensité de l'entraînement et puis éventuellement mettre une bague. Et on va y revenir. La bague a un aspect rassurant pour le grimpeur. Ils se font tous des strappings de doigts, des tappings de doigts. Et pourtant, mécaniquement, ça ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas serrer assez fort la bague, sauf provoquer véritablement une ischémie, pour subvenir à une lésion de la poulie. La poulie fonctionne, la bague ne sert à rien. La poulie est cassée, la bague est insuffisante. Plein de techniques chirurgicales, plein de jolis dessins. En vrai, il ne faut pas s'appuyer sur les reliquats d'une poulie. Toutes ces techniques qui s'appuient sur les reliquats ont des résultats assez moyens en termes de qualité et surtout de résistance future. La plaque palmaire, mauvaise idée. Je vous ai dit que la plaque palmaire était mobilisable, donc ça, il ne faut pas le faire. Alors la technique chirurgicale qui est la plus utilisée, c'est au long palmaire. Vous voyez en haut à gauche, le doigt, donc c'est le majeur, main gauche, avec la pince qui passe sous la gaine des fléchisseurs, qui va les glisser, et en théorie, ce n'est pas possible au niveau de A2 de glisser un instrument à cet endroit. Pourtant, on a l'impression qu'il y a une certaine continuité. Prélèvement du long palmaire, 3 petites incisions transversales, et on vient cravater, on vient entourer la phalange proximale pour reconstruire ici la poulie A2. Il faut faire 2 tours minimum. Et lorsque vous glissez le tendon du long palmaire autour de l'appareil fléchisseur, donc vous avez l'appareil fléchisseur, et à la face dorsale, vous passez au-dessus du tendon, c'est-à-dire que vous serrez également le tendon extenseur. Pourquoi ? Parce que si vous passez entre les deux, il va y avoir des conflits beaucoup plus importants. Le meilleur transfert, de toute façon, que ce soit un tendon ou un nerf, c'est toujours sous la peau, quand on peut. Pour régler le serrage, il faut faire des points obliques, parce que quand vous allez serrer, du coup, on a une tension qui va se créer naturellement, point après point, avec en bas à droite, la plastique qui est terminée et qui considère donc 2 tours de long palmaire et qui va appliquer l'appareil fléchisseur sur le squelette à cet endroit-là, et on ne peut plus passer donc la paire de ciseaux entre l'appareil fléchisseur et le squelette. À 4 mois, on a un bon résultat fonctionnel. Le patient a repris l'escalade au même niveau. C'était un amateur éclairé, ce n'était pas un sportif de haut niveau. Le doigt restera tuméfié parce que le tendon qui ne va pas disparaître et va servir de bague. Et vous voyez en bas à droite que vous avez, en regard de P1, une circonférence qui est quand même beaucoup plus importante. Et donc ça, c'est, entre guillemets, le prix à payer de cette réparation ligamentaire au niveau des doigts. Prévention primaire, il faut supprimer la prise arquée, même si, du point de vue dynamique, elle est importante et elle va être choisie par certains grimpeurs parce que, surtout en termes de vitesse, elle va permettre d'accéder à la prise suivante plus facilement. L'hygiène de vie, l'hydratation, comme toute pathologie tendineuse, l'échauffement et surtout la progressivité des voies. Le métabolisme lent des poulies va permettre de les rendre plus solides, mais il faut faire attention, ça prend énormément de temps. Strapping, tapping, inefficace, ça ne marche pas, même si beaucoup de grimpeurs le font, plutôt pour se rassurer, comme dans énormément d'autres sports. Syndrome de menace, on ne sait pas trop ce que c'est. Ténosynovie des fléchisseurs, rupture partielle de bas grade, on ne sait pas trop. Voilà pour les poulies. On va aller à 2 diagnostics différentiels. La rupture d'un muscle lombrical. En fait, c'est assez fréquent. Le claquement est audible, je vous ai parlé tout à l'heure, 75% des cas, une poulie qui claque, c'est audible. Eh bien, c'est pire pour le lombrical, alors que c'est pas évident qu'un muscle qui se déchire fasse plus de bruit qu'une poulie.
J'en ai pas fait l'expérience de façon en vrai, de façon réelle, mais dans les salles de sport, l'hématome à la paume de la main après un claquement audible, c'est un lombrical et c'est moins pire qu'une poulie. C'est les positions mono-doigts, donc là, en fait, le grimpeur sait ce qui s'est passé, s'il a été sensibilisé. Et puis la palpation va permettre le diagnostic, surtout par le testing en extension contrariée, avec un ou deux doigts, et là, le diagnostic est facile. Ça ne peut être que le troisième ou le quatrième lombrical, jamais ni le premier ni le deuxième, parce que ce sont des lombricaux qui sont bipénés, qui vont s'insérer sur les deux fléchisseurs adjacents, contrairement au premier ou au deuxième lombrical. Le traitement est conservateur dans tous les cas. L'IRM peut parvenir au diagnostic. C'est plutôt pour rechercher s'il n'y a pas une poulie associée, ce qui est relativement rare. Avulsion d'un tendon fléchisseur, assez anecdotique, voire très anecdotique. Alors l'intérêt de cette lésion et de vous présenter ça, c'est que ça permet d'expliquer le crochet. C'est la seule prise dont je vous ai pas, la seule préhension dont je vous ai pas parlé. Et ça peut entraîner des ruptures du fléchisseur superficiel, car vous voyez sur les contraintes, la barre à droite, l'histogramme à droite, correspond aux contraintes du fléchisseur superficiel lors de la prise en crochet, tandis qu'en noir, la prise arquée, et en blanc très clair, la prise tendue. Donc c'est une lésion qui est plutôt rare, la désinsertion du fléchisseur superficiel. Le traitement est toujours conservateur, mais très peu de publications en font l'explication. Le problème de cette lésion, c'est que ça va hyper solliciter le fléchisseur profond. Donc il faut faire le diagnostic pour au moins mettre au repos le grimpeur et éviter les hypersollicitations du fléchisseur profond, puisque même si cette lésion est rare pour le fléchisseur profond, elle est très invalidante et va provoquer des séquelles fonctionnelles importantes. Histogramme de droite, vous voyez qu'en cas de rupture du fléchisseur superficiel, il n'y a que le fléchisseur profond pour subir l'ensemble des contraintes, et là on va arriver à surtout pour la prise en crochet, à des contraintes trop importantes. Fléchisseur superficiel, peut-être ceux-ci seront lorsque le fléchisseur superficiel est incompétent, ou en tout cas a déjà été rompu. L'avulsion d'un tendon fléchisseur profond est beaucoup plus classique, c'est quasiment l'apanage, donc c'est le Jersey Finger pour le rugbyman. Le traitement est chirurgical, c'est une suture du fléchisseur, comme on peut le voir. La rééducation est peut-être un tout petit peu plus facile, puisque en cas de réinsertion transosseuse, on estime la solidité supérieure à une suture tendineuse pure. Donc rare chez le grimpeur, je me répète, soit parce que le fléchisseur superficiel a déjà été rompu, donc là il faut rechercher s'il n'y a pas eu une lésion au préalable du fléchisseur superficiel, ou alors c'est un jeté avec une réception maladroite, ou une glissade proche de la chute. Je vous remercie.